bien, bonjour Monsieur Kadami, merci d'être venu. Vous êtes le président du FRUD et c'est à ce titre que j'aimerais vous interviewer. Ma première question concerne le dernier accrochage que vous avez signalé dans un communiqué militaire signé par le FRUD. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'abord, bonjour, Monsieur Jean-Michel, et merci donc, de me recevoir. Je voulais, avant de répondre à cette question, d'abord vous féliciter pour l'anniversaire du 30e année de la RDHD. Merci. Qui nous a accompagnés depuis cette date-là sur les violations des droits humains et sur la défense des personnes arrêtées et des fois torturées souvent. Et donc je voulais ici rendre hommage à la RDHD. Juste une parenthèse, j'ai retrouvé dans les archives des photos de vous en prison, avec vos amis. Voilà, bon, c'était une parenthèse. Et donc, ce qui s'est passé depuis, je reviens un peu, depuis le début de l'année, il y a des arrestations arbitraires. Souvent, on accuse les gens d'avoir des sympathies pour le FRUD ou d'avoir des liens de parenté avec le FRUD. C'est un nouveau délit qui a été créé par le régime de Djibouti, c'est-à-dire pour la proximité avec des membres de FRUD, on vous accuse, on vous arrête et on vous torture. Et donc, depuis cette date-là, on peut aujourd'hui évaluer peut-être à 600 personnes, en tout cas pas moins de 600 personnes, qui ont été arrêtées. Souvent dans les districts, mais aussi à Djibouti. Et 90% de ces arrestations concernent effectivement des liens avec le FRUD. Des liens avec le FRUD. Enfin, on les accuse d'avoir des liens avec le FRUD. Et 10%, ce sont des petits commerçants de CAT. Et ça, c'est pour consolider le monopole de la société Sojik sur les CAT. D'accord. Et donc, oui, allez-y. Et donc, depuis le 11, 12, 13 octobre, la police, alliée avec l'armée, s'est acharnée dans la région de Lac Assal, Garabtissan, Siyalo. C'est dans le district de Tajura. D'accord. Et donc, les populations ont subi des ratissages, c'est-à-dire tout ce qu'il avait dans les maisons comme nourriture était soit pris ou brûlé. Les gens étaient violentés. Il y a des femmes qui ont subi des violences, des viols. Et donc, ils sont arrivés jusqu'à un endroit qui s'appelle Hilou, oui, qui n'est pas loin de Siago. Et là, il y a eu un accrochage avec le FRUD. Mais qui l'a provoqué? Le FRUD C'est les, comment dirais-je, c'est la police alliée avec les militaires qui ont provoqué, qui sont allés, et d'ailleurs, ils voulaient ramener quelque chose, arrêter les gens, et peut-être aussi tuer certains membres de combattants. Mais c'est une région très très difficile, c'est des montagnes très risquées, et je crois que les combattants ont mené des opérations finalement de résistance. Et là, ils sont revenus sur leur pas, et certains policiers ont été même ont fui, et même laissant leurs armes. Et donc, ce qui fait que finalement, ils n'ont pas réussi à battre affaiblir le FRUD, parce que je pense que les combattants, d'un côté, sont très motivés, déterminés, et de l'autre côté, la police, les gens qui touchent 20 000 ou 25 000, ne sont pas très déterminés. Et donc, lorsqu'il s'agit des civils, effectivement, ils peuvent en découdre, ils peuvent
faire violence à ces personnes, mais dès qu'il s'agit des gens en face d'eux, je pense qu'ils ne sont pas aussi déterminés que les civilistes. Ça représentait combien de personnes de chaque côté, combien de combattants? Alors, environ. Alors, je pense que du côté de l'armée, il y avait quand même autour de 150, entre 100 et 150. Oui. Avec d'abord, ils sont montés des voitures, Oui. et ensuite ils ont laissé la voiture, et donc ils sont montés à pied. Oui. C'est là où les choses s'écorcent. Et du côté du Fruit, il y avait une trentaine de personnes. D'accord. Bon, on a parlé ensuite de répression hyper violente. Vous avez déjà parlé des répressions, mais de répression encore plus violente contre les populations civiles. On leur a tout pris et beaucoup ont été obligés de quitter le pays pour se réfugier de l'autre côté, dans la région de Afar. Est-ce que c'est vrai ça, qu'il y a des centaines de gens qui seraient partis? Oui, déjà sur les réfugiés qui sont partis de Ilou, de Siniaro, il s'agit à peu près entre 300 et 350 familles, disons à peu près même 900 personnes, et même on ne sait pas exactement si de toute façon ça ne fait qu'augmenter. Ça c'est vrai, ça s'est passé les 14 et les 15, et d'ailleurs il y a des témoignages des chefs de village, des chefs de coutumiers. Oui, on a pas mal de vidéos d'ailleurs. Absolument, et donc ça veut dire que c'est des gens qui ont été vraiment obligés de quitter leur pays. C'est des gens qui ne quittent jamais leur pays. Moi, ça me rappelle quand même un souvenir assez quand même désagréable. C'était déjà dans les années 91. J'étais dans cette région où il y avait eu effectivement aussi des réfugiés. Et d'ailleurs, à l'époque, je m'étais occupé des réfugiés qui avaient fui. On dirait que c'est un peu bis repetita, c'est ce qui s'est passé en 91. L'histoire se renouvelle. Bon, mais j'ai entendu quand même pas mal de voix qui s'élèvent pour dénoncer les actions du Fruid en disant si c'est à cause du Fruid que l'armée, la police de Guédé, peut faire exercer des représailles qui sont justifiées parce que c'est le seul moyen de mettre fin à la résistance du Fruid. Est-ce que vous cautionnez cela ou est-ce que ça vient d'où? Oui, d'abord il faudrait comprendre que actuellement il y a, comment dirais-je, il y a une prise en main par l'armée du pays. C'est-à-dire depuis plusieurs décennies déjà, l'armée contrôle de fait les districts de Tadjoura, d'Obok et de Diki. Et donc, c'est la loi de l'armée qui est exercée dans ces districts-là. C'est-à-dire, même le forage, pour que les gens aillent chercher de l'eau, il faut l'autorisation des officiers. C'est les officiers militaires qui ont la clé pour donner l'autorisation aux familles de prendre l'eau. Et d'ailleurs, c'est là où d'ailleurs les femmes ont les peines du monde pour pouvoir ramener l'eau à la maison. Et souvent, c'est là aussi où se passent les viols. Et il y a même le chantage par rapport à l'eau. Donc l'armée était déjà omniprésente dans cette région. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la généralisation. L'armée est omniprésente non seulement dans ces districts-là, mais même il est en train de prendre le pouvoir à Djibouti et même dans les autres districts. Oui, mais alors ce que disent certains, c'est que l'armée a raison parce que c'est le seul moyen de lutter contre la résistance du Fruid. Qui est-ce qui raconte ça? En général, je crois que le pouvoir, aujourd'hui, après avoir mis dans une situation d'impuissance les partis politiques à Djibouti, après avoir empêché c'est-à-dire l'alternance par les urnes, on connaît, et d'ailleurs, il y a 10 ans, le chef de l'État déclarait il n'y a pas d'autres alternatives que les urnes, et que les différents politiques peuvent se régler dans les urnes. On va en parler après, si vous le voulez bien, on va en parler après. Mais vous n'avez pas répondu là sur le fait que certaines voix estiment que s'il n'y avait pas le Fruit, il n'y aurait pas ces représailles. Donc je pense que c'était un peu pour dire que finalement, il n'y a pas d'alternative aux armes à Djibouti. Et c'est la raison pour laquelle le Fruit existe
On va en parler après, si vous voulez bien, du Freud. Mais quand je pense à tous ces gens qui ont quitté Djibouti dans l'urgence, en emportant quelques petites choses qu'ils pouvaient, ils vont laisser des maisons vides, ils vont laisser des cheptels, et ils ont laissé aussi des terrains. Est-ce que vous ne craignez pas que le régime fasse venir des populations venant d'autres régions pour les occuper? Oui, dans un premier temps, je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui, c'est la voie gouvernementale. C'est le régime qui déclare que si on arrête les gens, si on tue les gens, c'est la faute aux fruits. C'est donc le gouvernement et ses agents dormants, et même qui se disent opposants, moi je les qualifierais d'opposaillons, qui disent que c'est à cause de fruits. Aujourd'hui, la responsabilité doit être établie. Ce sont depuis 44 ans, c'est l'armée, la police qui massacre des civils. Il n'y a aucune loi qui dise qu'il faut punir les civils qui n'ont rien fait. Et d'ailleurs, souvent, c'est des gens qui travaillent même dans l'administration. Et donc, tout simplement parce que vous avez un frère ou combattant qu'on va les réprimer. Et nulle part aussi, parce qu'on a réprimé les civils, la résistance est estompée. La résistance va exister. En dépit, d'ailleurs, ça donne encore plus de légitimité à la résistance pour poursuivre, de combattre ce régime-là. Et d'ailleurs, c'est aussi l'espoir, aujourd'hui on peut dire, de la majorité de la population. Oui, mais attendez, je vous ai posé là une question sur le fait de ces maisons abandonnées, ces cheptels, ces terrains. Est-ce qu'ils vont être occupés? Est-ce que vous pensez que le régime prévoit de les faire occuper par des gens venus d'autres régions? Moi, je pense que par rapport à la région de Sialo, ça sera tellement difficile parce que c'est une région très très enclavée, c'est montagneuse, et donc personne ne doit s'aventurer pour occuper. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vidé toutes les maisons qui étaient là, c'est-à-dire de leur nourriture, des papiers, ils ont même pris toutes les cartes d'identité qui existaient là, oui, comme si on voulait aussi les rendre apatrides. Et d'ailleurs, ce qui a été un peu sous-entendu en disant c'était même pas des Djiboutiens. D'accord. Bon, on va parler maintenant, si vous le voulez bien, du président Guelleh. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est en mauvaise santé, et même qu'il serait venu à Paris là, pour une vingtaine de jours, je crois qu'il y est encore, et qu'il ferait des séjours dans une clinique. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet, sur son état de santé réel? Alors, c'est l'opacité. Tout ce qui filtre aujourd'hui, c'est que Guelleh est très malade. À tel point, il a fait un séjour déjà, il y a une quinzaine de jours, et aujourd'hui, il est aussi en France. On me dit qu'il est très souffrant, même s'il n'est pas hospitalisé, parce que, paraît-il, il refuse les opérations de cœur qu'on lui a prescrites. Et bon, il a peut-être ses raisons, mais toujours est-il, les informations que nous avons, et que lorsqu'il est rentré à Djibouti, c'était pour mettre de l'ordre dans la maison de Mamassa. Oui, justement, ça va m'amener à vous poser cette question. On dit qu'il aurait donné l'ordre, avant de partir, au général Zakaria, l'inamovible, de protéger et de soutenir un candidat, Mamassan, d'origine Mamassan, qui serait désigné. Est-ce que c'est vrai? On dit aussi que Zakaria, maintenant, a un état-major qui n'est pratiquement composé que d'officiers Mamassan. Est-ce qu'on va vers un régime, non pas militaire, mais un régime soutenu par une armée tribale? Oui, je crois que ce qui est sûr, et là c'est plusieurs sources qui le confirment, le 2 octobre, le chef de l'État a tenu une réunion à son palais Halmos, oui, où il y avait tous les officiers, en grande majorité, en quasi-majorité, j'allais dire, Mamassan. Et donc, il leur a dit, je ne suis plus en capacité de gouverner ces pays, de gérer ces pays. Donc, dorénavant, pour un laps de temps très, très court, je vous laisse entre les mains de l'armée et du général Zakaria. Ça, c'est même pas au conditionnel aujourd'hui, c'est plusieurs sources qui le confirment. Il l'a dit, et d'ailleurs, ça se voit concrètement, la prise en charge
de Djibouti par l'armée et par le Zakaria. D'ailleurs, il est dans tout, aujourd'hui sur tout le front, il fait des discours, il va à la télévision, il était même pour la première fois à l'Assemblée nationale pour parler de la sécurité à Djibouti. Donc ça, c'est un fait aujourd'hui qu'il y ait une transition militaire qui est en train de se mettre en place. Alors vous m'aviez dit, pas tout à fait une transition militaire, mais une transition soutenue par les militaires. Est-ce que j'y vois une différence? Vous avez raison, parce que je pense que institutionnellement, ils ne peuvent pas déclarer aujourd'hui officiellement que la transition est militaire, mais de fait aujourd'hui, ils ont déclaré, et d'ailleurs, ça a été proposé au Premier ministre et au Président de l'Assemblée, cette option, qui eux n'ont pas accepté. Ils n'ont pas validé. N'ont pas validé, voilà, pour le moment. Mais est-ce qu'ils vont tenir cette position? C'est une autre question. Et toujours est-il, peut-être ils vont se contenter de ne pas officialiser ou institutionnaliser cette transition, mais de fait, ça sera... Elle est dans les faits. Bon, mais on nous dit aussi que, j'ai vu des commentaires, que le FRUD négocierait en ce moment avec le gouvernement. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est un thème redondant depuis 2003, depuis qu'il y a eu l'accord de paix de 2001 et que l'ancien président, le militaire Ahmed est rentré. Et à chaque fois, on nous sert ça, on nous sert en disant que voilà, les dirigeants du FRUD sont en train de négocier, sont en train de chercher en tout cas des postes ministériels. Et j'allais même dire, en paraphrasant un grand homme, comme le général de Gaulle, pourquoi à notre âge aujourd'hui, nous allons entamer quand même la carrière d'opportunistes ou des carriéristes? Parce qu'on n'a pas fait en 40 ans, on n'a pas fait à 50 ans, on n'a pas fait à 60 ans. Pourquoi à 70 ans, nous, quand même, aujourd'hui, nous allons courir derrière ce qu'on appelle les ministricules? Parce qu'il ne s'agit même pas des ministres. Pour vous raconter une anecdote, tout à l'heure j'ai parlé de l'armée qui avait main mise sur la région. Il y a les Américains et les Japonais qui ont voulu construire 2 dispensaires dans le district de Lobo. Oui. C'est-à-dire à Rodeta Ela et à La Hassa. Et donc il y a le financement qui a été déjà voté, tout était là. Lorsque les entreprises voulaient construire ces dispensaires, le général Zakaria s'est opposé formellement. Il a dit non, niet. Et à l'époque, pour vous dire, celui qui était ministre de la Défense n'était autre que le natif qui est l'actuel Premier ministre du gouvernement. Donc lui-même, et d'ailleurs c'était même sa région d'origine, et donc il n'a même pas pu dire à Zakaria, comment dirais-je, au moins cette affaire-là, il faut la laisser, parce que les enfants de cette région n'étaient nullement responsables de ce qui s'est passé ailleurs. Et donc, pour vous dire pourquoi courir derrière ces ministricules, j'allais dire, aujourd'hui c'est quand même absurde. Mais cela a une fonction chez les pouvoirs, et chaque fois on dit que lorsque par exemple il y a tout le monde aujourd'hui, parce qu'ils disent la seule chose qui peut renverser ces pouvoirs-là, pour le moment aujourd'hui, ils disent c'est le FRUD qui a pu aussi avoir avec lui aujourd'hui dans une charte de transition d'autres mouvements, d'autres partis, et donc pour décourager toute cette population-là, on est en train de dire, écoutez, ils sont en train de négocier, pourquoi voulez-vous rejoindre le FRUD? Et particulièrement depuis les ratissages, depuis les arrestations arbitraires et tout ça, déjà des jeunes se sont... Donc c'est une communication du gouvernement. Une communication du gouvernement, et d'ailleurs, parallèlement, c'est vrai qu'ils font des démarches avec d'autres forces. Ils essaient. Est-ce que ça va marcher? C'est une autre histoire, mais avec nous, je crois qu'ils sont un peu aujourd'hui découragés. Parce qu'il y a eu un temps où il y avait eu des émissaires qui étaient venus ici il y a des années. Et donc, on ne voit pas
qu'est-ce qu'on va négocier avec eux aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la charte a été mise en place. Voilà, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la charte. Voilà, déjà au niveau de la philosophie, on n'a rien à demander. On va en parler. Oui. Parce que, pour moi, dans mes souvenirs, vers le mois de juillet 2020, vous avez annoncé que vous alliez travailler à la rédaction d'une charte. On a attendu cette charte, elle est sortie en janvier 2021 et elle était bien faite. À ce moment-là, vous avez décidé que vous avez déclaré que des commissions allaient travailler sur la rédaction, je dirais, d'articles pour organiser la transition, pour organiser le gouvernement pendant la transition. On devait avoir déjà des informations fin juin et une rédaction à peu près complète fin juillet. Nous sommes milieu octobre, même plutôt vers la fin du mois d'octobre, et rien n'est sorti et on n'entend plus parler de la CTD. Est-ce qu'elle existe toujours ou est-ce qu'elle va les rejoindre dans l'oubli les coalitions précédentes? Alors déjà, pour vous expliquer aussi aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ça, c'est devenu un constat. Pourquoi la charte? Les coalitions, en général, c'était des coalitions électorales. Oui. Les coalitions électorales n'aboutissaient pas. N'aboutissaient pas parce que, de l'autre côté, les gens ne croyaient pas, c'est-à-dire à l'alternance par les gens. À partir de ce moment-là, on s'est dit, inutile de perdre notre temps dans des coalitions, pourquoi ne pas essayer de travailler sur une charte qui va, le moment venu, se mettre en place, à la place de s'appliquer, et donc pour passer de toute façon de cette de ce régime territorial à la démocratie, on peut pas passer immédiatement, je le comprends. Et donc c'est dans cet esprit donc a été mise en place, et d'ailleurs ça n'a pas été facile de faire convaincre en tout cas tous ces opposants, toutes ces forces d'opposition, enfin tout le monde. Mais aujourd'hui, une chose est acquise, c'est qu'il faut passer par la case de transition. Ça c'est très important. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a eu la signature de la charte, il y a eu une dynamique qui a été créée, et effectivement, les travaux des commissions n'ont pas abouti ou n'ont pas encore été publiés. Il y a certains qui sont prêts, d'autres qui ne sont pas prêts, et donc ils n'ont pas été aboutis. Mais laissez-moi vous dire que la charte est non seulement toujours présente dans l'esprit, non seulement il existe, mais aujourd'hui sa nécessité se sent d'autant plus sentir parce qu'on est en train de passer d'un régime plutôt semi-civil, semi-militaire à un régime militaire. Et donc, aujourd'hui, on voit à quoi ça peut servir. Et c'est vrai, dans tous les... D'abord au niveau, c'est-à-dire au niveau travail, au niveau des commissions, au niveau de programmatique, il nous faut encore faire beaucoup d'efforts. On essaie de faire travailler un certain nombre de gens, même qui ne sont pas dans les CTD. Mais, toujours est-il, tout le monde attend qu'il y ait une dynamique sur le terrain, c'est-à-dire aussi bien sur le terrain politique que sur le terrain militaire, qui va peut-être booster cette charte-là. Et donc, nous sommes confiants, ça existe, on a pris des retards, mais on va encore faire beaucoup d'efforts pour non seulement travailler sur les différents thèmes, mais aussi sur le terrain pour pouvoir créer un rapport de force. Très bien, écoutez, je le note et je suis très content de savoir que ce n'est qu'une question de retard. Bon, j'espère que nous aurons bientôt quelque chose. Alors, ma dernière question s'adresse à vous en tant que président du FRUD. Depuis les années 91, le FRUD existe, et même il avait été très puissant dans les années 92, puisque la France avait été obligée de s'interposer quasiment militairement pour stopper l'avancée du FRUD. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans les rangs des résistants du FRUD. Quelques dizaines de personnes. C'est quoi le FRUD maintenant?
C'est une part active de la CTD, puisqu'elle a même une place à part dans la CTD comme régime, comme organisation politico-militaire. Mais où en est la situation exactement du FRUD? Je pense que le FRUD a été créé en 1991, en août 1991. Donc aujourd'hui c'est la plus ancienne organisation de l'opposition à Djibouti. Donc ça a toujours été une organisation qui a lutté pour l'émancipation, pour la liberté de Djibouti et la démocratie. Et d'ailleurs, je reviens un peu en arrière, en 1979, l'avocat Antoine Comte, maître Antoine Comte, avait déclaré Djibouti a 2 ans. La République de Djibouti a 2 ans, mais Djibouti tourne en rond. Et l'indépendance dans la liberté et dans le respect des droits des communautés reste à inventer. Il a dit ça en septembre 1979. Aujourd'hui, 24 octobre 2021, nous sommes dans la même situation, que c'est la raison pour laquelle la raison d'être du FRUD. La raison d'être du FRUD est toujours là. Bien sûr, comme toute organisation de cette ampleur, nous avons eu des contradictions, nous avons eu des défections, nous avons eu des traités qui n'ont pas été respectés. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, on a passé des moments très difficiles, mais aujourd'hui, on en est, à mon avis, on en est sorti. Et d'ailleurs, je voudrais dire un petit mot sur les traités, parce qu'il y a eu 2 traités qui ont été signés avec le gouvernement de ce pays, de Djibouti. Et c'est quoi un traité? Et le traité, ce n'est pas des privilèges qu'un pouvoir accorde à l'opposition. Le traité, ce n'est pas une dévolution de propriété du pouvoir à la rébellion ou à la résistance. C'est un contrat, en fait. C'est un contrat, c'est un texte sacré. Et à tel point, aujourd'hui, dans la qualification juridique du traité, c'est-à-dire le traité est au-dessus des lois, et au-dessus de la Constitution, et elle s'applique et doit s'adapter. C'est un texte sacré qui respecte les points qui sont dans le traité et qui organise la paix et le vivre ensemble dans un pays, ce qui n'a pas été. Donc, il n'y a rien à attendre d'un traité ou avec ces gens. C'est la raison pour laquelle nous continuons dans cette... Tant que les revendications fondamentales pour lesquelles le FRUD a été créé ne sont pas satisfaites, nous continuons. Et aujourd'hui, je pense qu'après des moments très très difficiles, et c'était... aujourd'hui, on peut, pas des dizaines, on peut parler des centaines, et ça ne fait qu'augmenter, ça n'a pas reculé. Depuis une vingtaine d'années, effectivement, il y a eu à peu près une quinzaine d'offensives du pouvoir pour éradiquer les FRUD. Et aujourd'hui aussi, le thème mis en relief par le pouvoir, c'est de pouvoir dire on va éradiquer le FRUD en asséchant le turc sur lequel il progresse. Et c'est la raison pour laquelle on voit ici et là toutes les arrestations ou les ratissages. Et donc on pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le FRUD non seulement est présent et se renforce, et peut-être il y a un risque, après, comment dirais-je, de lutte de basse intensité, risque d'une guerre ouverte entre le FRUD et le pouvoir. Très bien, mais vous n'avez pas les moyens de résister au pouvoir, aux armées du pouvoir, qui a des avions, qui a des hélicoptères, qui a des chars vaisseaux. Avez-vous les moyens de résister? Je crois que... On n'est plus en 92 quand l'armée nationale n'avait pratiquement manqué de munitions. Croyez-moi, la détermination de l'armée n'est pas plus grande qu'avant. Elle est même dans une situation très très difficile. Ce n'est pas l'armée qui va résister. Et croyez-moi encore que, en tout cas, dans
le laps de temps qui est en train de se passer, le fruit sera non seulement capable de résister, parce que jusqu'à maintenant, elle a fait qu'il résistait. La chose la plus importante qu'elle a fait, c'est qu'elle a pu quand même survivre à toutes ces années avec tout l'armée. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation de défensive, et donc je pense que non seulement on va résister, mais nous sommes convaincus que nous allons porter des coups très importants à cette armée finalement qui n'est pas motivée et d'ailleurs il faut souligner, tous les officiers, 90% des officiers sont des sous-clans Mamassin. C'est-à-dire tous les autres officiers, y compris Issa, sont aujourd'hui marginalisés. Et le dernier à avoir été marginalisé, c'est le général Soubagli, qui a été une deuxième personnalité de la hiérarchie militaire. Parce qu'il appartenait au sous-clan Yonis Moussa, qui a été massacré aussi en 2015. En 2015 à Ouidoro. Donc aujourd'hui, l'armée n'est pas une armée nationale, ce n'est même pas une armée tribale, c'est une armée sous-clanique. Et ce qui fait que personne, tant qu'ils auront leur salaire, ils seront là, mais dès qu'ils seront dans le coup dur, c'est pas ces gens-là qui vont faire face aux combattants de fruits. Ben écoutez, je vous remercie. J'espère que s'il arrivait malheur au président, ce que je ne me permettrai pas de souhaiter, mais s'il arrivait malheur au président, vous puissiez ouvrir la voie à la démocratie de Djibouti, parce que c'est ce dont le peuple a besoin. Exactement. Le peuple a besoin aujourd'hui, effectivement. Sa santé nous intéresse dans la mesure où ça affecte le destiné de notre pays. Mais aujourd'hui, il est mis en place une succession Mamassan. Et aujourd'hui, toutes les personnes vraiment, qui veulent un changement à Djibouti, tout ethnie confondue, tout clan confondu, toute catégorie sociale confondue, aujourd'hui, on a intérêt à empêcher cette succession familiale qui nous a déjà coûté très cher, le fait de passer de l'oncle au neveu. Et aujourd'hui, ça va être tellement terrible que tout le monde doit se mettre, doit faire un front commun pour empêcher qu'il y ait cette succession sous-clanique et qui ne sera qu'il néfaste pour notre pays et pour la population djiboutienne. Donc votre mot d'ordre, empêcher la mainmise des Mamassan sur le pays et leur succession. Particulièrement. Voilà. Eh bien, écoutez, grand merci. Merci.